C'est sur une plage de Gaza et j'ai choisi cette photo comme affiche parce qu'il y a de la joie dans cette photo. En fait, on voit des petites Palestiniennes sur une plage jouant au cerf-volant. Et on montre toujours Gaza, toujours d'une façon très triste. Et là, il y a quand même un peu de joie. Et cette scène, je l'ai prise dans un camp qui est géré par l'ONU. C'est un camp de vacances. Et dans ce camp, il y a quelques Français qui travaillent pour aider l'ONU. Et il y a exactement 250 000 enfants qui passent chaque été dans ce camp pour les occuper, sur la plage. C'est une image un peu qui change du problème du Moyen-Orient, un peu du moins, qui montrait un peu autre chose. Dans toute l'exposition, il y a juste une photo protocolaire. On voit un ambassadeur qui va rendre visite au Maharaja de Bénarès, en Inde, au bord du Gange. Et donc ça se passe dans un palais qui est complètement décrépit. Et le jour où on est arrivé avec l'ambassadeur à Bénarès, il y a sa conseillère qui appelle le secrétariat du Maharaja pour demander le rendez-vous. Et l'attaché du Maharaja dit non, c'est pas possible, vous veniez aujourd'hui, c'est impossible parce que, vu le rang de l'ambassadeur, le Maharaja peut le recevoir qu'avec son éléphant. Et ce jour-là, l'éléphant était chez le vétérinaire, donc c'était impossible. Et donc, il nous a empêchés de le voir. On a réussi finalement à pouvoir le voir, mais c'était très compliqué, tout ça pour une histoire d'éléphant. Les jours où j'ai passé à Tripoli juste après la guerre, je suis parti avec le conseil culturel sur la place verte de Tripoli. C'est la fameuse place où Kadhafi, pendant la guerre, haranguait les foules. Tous ses supporters étaient là, disant que tout va très bien, qu'il allait gagner, tout allait très bien se passer. Et là, sur cette place verte, donc maintenant libérée, qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant Place des Martyrs, on sortait d'un resto, puis on allait prendre un petit peu l'air, prendre le frais. Il se trouvait qu'il y avait un baby-foot sur cette place avec des jeunes libyens qui jouaient au baby-foot. Et on a organisé avec eux d'une façon complètement informelle un match de foot Libye-France. Et c'était un moment très sympathique et symbolique quelque part, ces rencontres avec ces jeunes Libyens libérés. Au mois de janvier dernier, je l'ai vue et en fait il y a un portrait d'elle là, sur les bâches et plus on la voit au téléphone. Elle est venue à l'ambassade de France 2-3 jours avant sa remise de la Légion d'honneur par Alain Juppé. Donc là on la voit en photo au téléphone avec le président de la République qui lui annonce qu'elle va recevoir la Légion d'honneur. Donc c'est assez émouvant et puis naturel. À Jérusalem, le 14 juillet, il y a l'église Sainte-Anne, qui est une église qui est en territoire français, où il y a une messe qui est dite pour la France. Et là, le consul de France arrive avec son grand apparat et reçoit toutes les communautés religieuses de Jérusalem. Et donc là, il y a une photo qui est un peu amusante, parce qu'on voit en train de parler avec un orthodoxe et on le voit à peine, on voit juste sa tenue. Et à côté, il y a une photo où on voit un diplomate. Il y a 2 diplomates qui sont prêtres, qui sont détachés du diocèse. Il y en a un qui est au Vatican et un autre qui est à Jérusalem. Et là, on le voit en train de marcher avec une religieuse française qui occupe d'une maison de retraite le long du mur de séparation dans Jérusalem. Là, c'est une image un peu sur le côté scientifique de la chose. C'est intéressant parce que cette photo a été prise au Pérou et ce sont 2 Français qui sont détachés auprès du ministère de la Pêche du Pérou. Pour le grand public, le Pérou en France, ça, c'est tout à fait étonnant. Le Pérou, c'est l'Altilpano, Tintin et les Incas. Et tout le monde oublie que c'est au bord de la mer, cette ville, la capitale est au bord de la mer. Et c'est le 2e pays pour la pêche au monde, juste après le Japon. Et là-bas, le courant El Niño qui longe le Pérou change un peu de profondeur et tout. Et c'est lié au réchauffement climatique. Donc pour le Pérou, c'est une très grande angoisse, ce changement de courant par rapport aux réserves naturelles de poissons. Et donc ces Français s'occupent ça ressemble à une grande torpille de 3 mètres de long. Et cette torpille est télécommandée et là ils font des analyses de l'eau de mer, de la température, du taux de sel. Et alors donc elle est télécommandée par ces 2 personnages à Lima, mais le problème c'est la nuit. Et c'est quelqu'un qui est en France, à Toulouse, qui prend le relais la nuit. Donc c'est vraiment quelque part la mondialisation dans toute son excellence, 2 au Pérou et 1 en Europe, en France. Dans l'exposition, par moment, on met un peu de photos, un peu d'illustrations pour un peu reposer le regard. Et là, j'ai choisi de mettre 2 photos côte à côte. En fait, ce sont 2 lieux de culte. Un qui se trouve au Groenland. Et là, on voit une église tout en bois avec des icebergs juste à côté qui ont quasiment la taille de l'église. Et à côté, on voit la cathédrale d'Haïti complètement effondrée. Et j'aimais bien le lien entre les 2. Ce côté, c'est un peu la force de la nature. Eux, c'est vraiment purement le hasard, Groenland. Ce sont des personnes qui sont un petit peu connues. Je venais de faire un reportage sur une usine de conditionnement de crevettes. J'avais un trou d'1 heure entre 2 rendez-vous. J'étais me balader sur le port de Nuuk, de la capitale du Groenland. Et là, il y avait des bateaux de pêche. Et puis à couple, il y avait un bateau à voile. Et vous voyez, il y avait le drapeau français.
Et alors au loin, je voyais qu'il y avait un peu de vie à bord et je passe sur les chalutiers, puis je frappe à la coque du bateau et dessus, je rencontre la famille Brossier, là, vous voyez. Et alors eux, c'est tout à fait étonnant. Ils ont 2 petites filles qui ont 1 an et demi et 4 ans. Et ils vivent comme ça dans l'Arctique en permanence. Et ils sont navigateurs et ils prennent du personnel souvent du CNRS pour des expéditions de polaire. Et le reste du temps, donc là-bas, la mer est prise 6 mois de l'année par les glaces. Et quand c'est pris par les glaces, ils se font prendre par les glaces. Et le bateau sort de l'eau, en fait, par la pression de la glace. Et après, ils vivent complètement en autarcie avec leurs enfants sur la banquise, comme ça. Et c'est assez incroyable parce qu'ils sont très jeunes. Et voilà, et c'est leur vie. Hein. C'est à Rangoon, en Birmanie. Il s'appelle Monsieur Stoupan. Et il avait une maison en France qu'il a vendue, là, je crois, il y a 2 ans. Et il s'est installé en Birmanie. C'est un passionné de cuisine et il a construit une école de cuisine, ainsi qu'école hôtelière. Et alors lui, ses élèves, il va les chercher dans des monastères bouddhistes. Et ce sont des élèves qui ont été, du moins des enfants abandonnés, qui ont été pris par des moines. Donc ces adolescents, il en a une trentaine, il les prend dans son centre pendant 1 an. Et puis après, il les envoie dans les hôtels à droite et à gauche, dans les grands hôtels. Alors ce qui est incroyable, c'est que finalement cette personne fait déjà une œuvre humanitaire. Déjà, et en deuxièmement, il fait la promotion de la gastronomie française. Donc double casquette. Et c'est un personnage très attachant. On est dans une petite librairie en Géorgie. Tbilissi est une toute petite capitale. Et là, donc, ils vendent des livres de littérature française. Et manifestement, tout se passe très bien pour lui. Et du coup, là, le rayonnement culturel français, en l'occurrence littéraire, on le ressent encore parce qu'on dit souvent ça s'éteint, que les anglo-saxons prennent largement le dessus. Oui, ça, il ne faut pas se cacher la face. Maintenant, c'est l'anglais partout. Mais il y a quand même, dans les 2 cultures, un intérêt pour la France et des étudiants qui apprennent le français, sachant que plus tard, pour eux, ça fera peut-être un peu la différence par rapport à d'autres pays. Et sur la langue française, ce que j'ai appris qui était aussi assez étonnant, par exemple, au Kenya, on m'explique qu'à l'Alliance française, il y a une Alliance française qui est absolument énorme, que les étudiants qui apprenaient le français, ils n'apprenaient pas du tout le français pour la France, ils s'en foutaient complètement. Eux, l'idée, s'ils apprenaient le français, c'était en fait pour faire du commerce avec leurs voisins, avec les pays africains francophones. Le Quai d'Orsay invite beaucoup d'artistes pour venir se produire en France. Et là, on voit un concert culturel qui est avec une réalisatrice kenyenne qui allait partir à Cannes pour présenter son film à Cannes. Et là, à côté, c'est une autre photo d'une radio qui se trouve à Kibera. Kibera, c'est dans la banlieue de Nairobi. C'est le plus grand bidonville du monde. Cette radio a été entièrement financée par la France. Il y a un studio qui est vraiment minuscule, qui fait 1 mètre sur 2. Et là, ces jeunes journalistes, ils sont venus en France, ils ont été formés. Et ils sont après repartis dans leur pays pour diffuser des émissions dans cette radio. C'est Christian Leblanc, c'est un archéologue du CNRS qui depuis plus de 20 ans est à Luxor et travaille dans les fouilles de Ramesseum, un peu un temple qui a été construit à la gloire de Ramsès II. Et c'est vrai que vraiment c'est le professeur de tournesol, il peut parler des heures, c'est absolument extraordinaire. Et ce qui m'a beaucoup étonné, là, le soir en fin de journée, il avait une petite boîte métallique, vraiment une toute petite boîte métallique, comme une petite caisse de supermarché. Et dedans, il mettait tous les restes de petits pots, de débris qu'il avait trouvés dans la journée, avec un malheureux petit cadenas. Il repartait le soir chez lui avec sa petite valise comme ça. C'était à côté complètement bande dessinée, absolument incroyable. Au Caire, sur cette photo-là, j'ai suivi le SAMU social. Et là, ce qui m'a beaucoup frappé là, dans l'ensemble de ces voyages, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, souvent qui ont juste fini leurs études, ce qu'on appelle les VI. Et elle, c'est une jeune VI qui s'occupait de ça. Et ils sont envoyés entre 1 an et 3 ans à l'étranger, internationaux. Oui. Et souvent, on leur donne des missions un peu incroyables. Bon, il y en a un que j'ai rencontré à Vladivostok qui s'occupait de l'Alliance française. Il était tout seul, 600 000 habitants, seul français. Et là, cette VI qui s'occupait du SAMU social, un soir, je suis parti avec elle faire une maraude dans le Caire. On est parti entre 11h du soir et 4h du matin, avec une petite camionnette et puis deux médecins égyptiens. Et là, on allait ramasser les enfants qui avaient besoin d'être soignés, les enfants des rues, qui vivaient complètement abandonnés. Et ce qui était terrible, c'est que ces enfants, quand ils rentraient dans la camionnette, quand les médecins les auscultaient, il fallait que la porte latérale de la camionnette soit toujours ouverte. Parce que la population égyptienne pensait que les Français qui venaient comme ça faisaient du trafic d'organes. Donc c'était pas forcément des conditions très faciles. Et tous les soirs, c'est leur vie, là, entre 11h du soir et 4h du matin, ils tournaient dans les rues comme ça. Vraiment, c'est une photo qui n'a quasiment pas besoin de légende. C'est une jeune consul qui, dans la banlieue de Lima, va rendre visite à des prisonniers français, des prisonniers qui ont fait du trafic de drogue. Et elle sert de lien par rapport aux familles. C'est-à-dire que quand je l'ai accompagnée là, c'était une
prison en piteux état et tout. Et elle a ramené du courrier des familles, des journaux français, des choses comme ça. Elle veille que le procès soit pas contraire aux droits de l'homme, tout ce genre de choses. Et c'est vrai que moi, jamais j'aurais pu imaginer, moi, elle-même le disait, que quand elle est rentrée en tant que diplomate dans ce ministère, qu'elle irait faire les prisons comme ça. Pour terminer l'exposition, j'ai décidé de mettre un peu des photos un peu amusantes, dans le sens que, un peu pas la double casquette, mais ces personnes font leur travail, puis après, leur travail, ils ont une autre vie. Et par exemple, là, on voit notre attaché de presse en Slovaquie qui, le soir, va chanter dans les bars des Chambretons. Donc, on le voit avec son pull rayé. Et ça, c'est plutôt sympathique. Ou une autre photo, on voit notre ambassadeur qui, le matin, était dans les ruines d'un village à la frontière de la Géorgie de l'Ossétie. Et qui, le soir, joue en concert avec d'autres ambassadeurs des pays européens au saxophone. Et un petit peu plus loin, on voit une personne remarquable qui est consul honoraire à Luxor, qui, elle, sur une photo, on la voit en train de s'occuper d'un Français qui a des problèmes de papier d'identité. Et puis sur l'autre photo à côté, on la voit l'après-midi, elle est infirmière et elle va aider les familles déshérités dans Luxor. Et en résumé, vraiment, j'ai vu des gens incroyables à droite et à gauche.